Écoutez, très rapidement, donc je vais, me présenter. Moi, voilà, rapidement, je suis médecin, microbiologiste et puis en 2011, nous avons cofondé avec, l'équipe, Athlongram, donc la société. Donc je vais vous parler tout de suite après, des différents membres. Mon intervention, on va dire, s'articulera autour de 2 axes. Le premier, c'est l'offre, Athlongram qui est dédié aux antibactériens en général et aux antibiotiques en particulier. Et puis le deuxième axe, c'est un axe plutôt de recherche, et développement en interne qu'on a initié, localement et qui, demande à être, forcément poursuivi au vu des différents résultats, là aussi, que je vais, vous présenter, juste après. Voilà, merci encore une fois. Comme Johan le disait, nous avons une double activité, donc l'évaluation et l'optimisation des antibactériens. Juste avant de vous détailler ces deux thématiques, je fais juste un très rapide aperçu de l'équipe. En fait, nous sommes tous quasiment des hospitalo-universitaires, issus soit de l'université, soit de l'hôpital, ou des deux. Et moi-même issu de l'industrie pharmaceutique, puisque j'étais chez Bayer et chez Pfizer pendant une bonne quinzaine d'années, avant de cofonder avec Gilles Potel, qui est un prof de thérapeutique, Karim Assenoun, qui est un médecin réanimateur, mais qui a une casquette de chercheur en immunologie, et en l'occurrence l'immunité innée. Jocelyne Caillon, qui est plutôt orientée bactériologie, il est MCU-PH bactériologie. Cédric Jacqueline, qui est ingénieur chercheur et qui a un dada qui est un peu les modèles in vivo. Et puis deux ingénieurs, Cindy et Jean-Fabien, qui travaillent en opérationnel, que ce soit sur les méthodes, que ce soit plutôt sur les tests in vitro, que ce soit sur les tests in vivo. Voilà, donc en termes d'expertise, nous sommes limités à l'évaluation de l'efficacité, et exclusivement de l'efficacité des antibactériens, et que ce soit in vitro ou in vivo, d'une part. Et la deuxième activité, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'optimisation des antibiotiques, parce que là aussi, sur le plan médico-économique, sur le plan du portefeuille, du pipeline antibiotique, malheureusement, on n'en a pas beaucoup depuis 2-3 décennies maintenant de nouvelles classes. Et on s'était dit, on a une idée depuis 4 ans maintenant, de redonner une espèce de seconde vie aux antibiotiques existants. Je vais vous en parler juste après. Donc, concernant l'activité de service, en fait, voilà, c'est du préclinique pur. Donc, je vous disais, c'est l'efficacité. Et puis, on a recours à deux types de tests, de batteries de tests. Ce sont les études in vitro, que vous connaissez probablement tous, à travers les déterminations des concentrations minimales inhibitrices ou bactéricides, l'effet post-antibiotique, les vitesses de bactéricidie, les associations, mais aussi on utilise tout ce qui est matériaux chargés d'antibiotiques, etc. Donc on peut tester in vitro. Et avec les tests in vitro, quand ils s'avèrent concluants, on passe à une deuxième étape qui est, ce sont les modèles in vivo. Nous pensons avoir une belle plateforme en termes de modèles in vivo, puisqu'on a entre autres des modèles de screening qui sont, on va dire, comme on les appelle communément, des tubes à essai vivants. Ce sont des modèles de péritonite, de sepsis ou de modèles d'infection de cuisse. Ceci pour avoir une idée déjà du comportement de la molécule in vivo et ensuite optimiser soit bien sûr la dose, soit le rythme d'administration, voire la voie d'administration, avant de passer à des modèles un peu plus complexes qui simulent l'infection chez l'homme. Ce sont des modèles de souris et ou de lapins, essentiellement donc de pneumonie, mais aussi d'infection urinaire, de matériel étranger. Et tout récemment, on a développé un modèle de plaie non diabétique et un modèle de plaie diabétique. Donc c'est tout chaud, si je puis dire, ça a quelques mois seulement, juste avant la pandémie, et qu'on est en train de poursuivre dans le cadre d'un projet collaboratif européen.
Le deuxième type de modèle in vivo, c'est plutôt le lapin. Et ça, là, c'est essentiellement l'endocardite et la pneumonie. J'avoue qu'on en fait de moins en moins au vu des coûts, au vu des normes européennes, et en particulier tout ce qui est SPF. Et donc, on importe des animaux et c'est trop cher pour nous et forcément donc pour nos clients quand on veut les utiliser. Et on utilise de plus en plus plutôt le modèle comment ça s'appelle, de souris. Et je termine par un modèle, on va dire, mixte, puisque c'est aussi récent. Nous avons développé un modèle d'ostéomyélite chez la souris, puisque jusqu'à il y a une année et demie, nous utilisions essentiellement le lapin et on s'est mis à modéliser et à mettre au point le modèle d'infection de souris, qui est beaucoup plus reproductible comme tous les autres modèles. On peut tenter plusieurs voies, on peut tester plusieurs doses, associer des antibiotiques, ce qui n'est pas le cas en termes de limites quand on parle de lapin. Autant la souris, on peut refaire 2, 3, 5 groupes s'il faut. Autant pour les lapins, il faut réfléchir à 2 fois avant d'envisager quoi que ce soit. Voilà, donc à travers ces études-là, qu'elles soient in vitro ou in vivo, on essaye voilà, de donner le maximum de paramètres à nos clients, des paramètres PKPD, que ce soit la Cmax, la Tmax, les AIC, le comportement in vivo en termes de CFU, de mortalité, etc., pour que le client décide ou pas d'aller plus loin dans les investigations et précliniques et pourquoi pas envisager un développement clinique, soit orienté vers une cible à type d'indication, plutôt comme une indication ou une cible plutôt bactérienne, et ce, dépendamment plutôt de l'épidémiologie clinique. Voilà un peu l'offre de service. Je me répète probablement, c'est efficacité, évaluation de l'efficacité des antibactériens de tout type, que ce soit in vitro, in vivo, sur une belle panoplie de modèles infectieux qui sont humanisés pour la plupart, pour ne pas dire la majorité d'entre eux. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, elle est plus de l'ordre de la recherche et développement. Donc, je vous disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a aucune nouvelle classe d'antibiotiques depuis les années fin 2000. Le dernier à être commercialisé, c'était le Cubicin, donc la daptomycine. C'est plutôt 2000-2001 et depuis, il n'y a pas eu de nouvelle classe. Et en parallèle, on a une flambée des résistances bactériennes, je vous l'apprends par là aussi, puisque c'est un fléau au niveau monde et particulièrement un groupe de germes qui sont connus et reconnus comme étant multirésistants, c'est le fameux groupe ESCAPE. Et c'est là qu'on s'était dit pourquoi ne pas effectivement tenter de redonner une seconde chance en termes de PK, mais aussi de pharmacodynamie à ces antibiotiques-là par une technologie. Donc, c'est la techno qu'on utilise, c'est la nano-encapsulation dans des nanocapsules lipidiques biodégradables. Tous les ingrédients sont bien sûr agréés et par les agences du médicament européennes, mais aussi l'agence, la FDA. Ce sont en gros, pour faire court, des triglycérides, des phospholipides dans des polymères. Et au fur et à mesure du développement de ce support-là nano encapsulé, on s'est aperçu effectivement que d'une part, on a des avantages effectivement pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, parce qu'on augmente très, très sensiblement la solubilité, la demi-vie, le rythme d'administration donc, qui en découle, et puis tous les paramètres de PKPD. Je vais vous en donner un exemple juste après. Et nous espérons que tous ces avantages-là, on va dire sur le plan pharmacodynamique, plutôt pharmacocinétique et pharmacodynamique, vont donner des avantages en termes sur le plan clinique, que ce soit sur l'efficacité ou la compliance, puisque on sait aussi, particulièrement dans tout ce qui est maladie infectieuse chronique, il est difficile voilà, d'aller au-delà de quelques jours de traitement et encore moins des semaines ou des mois. Voilà, donc on s'est attaqué à une indication qui est aussi un fléau sur le plan médico, c'est l'infection osseuse, l'infection ostéo-articulaire en général.
Et on a pris un antistaphylococcique, donc la fameuse daptomycine dont je vous parlais il y a quelques instants, et qu'on a nano-encapsulé dans un premier temps à une faible dose et une forte dose, et on a testé dans un modèle d'infection osseuse du lapin. Voilà, donc c'est le premier, j'allais dire, produit qui est relativement abouti. Je ne sais pas si vous voyez, il est là, c'est un gel qui est suffisamment visqueux pour être administré in situ. Donc on l'a fait une bonne vingtaine de fois sur le modèle de lapin, que ce soit pour évaluer l'efficacité, que ce soit pour la PK ou la tolérance, dont je vais vous parler juste après. Et puis c'est une molécule aussi qui, sur le plan intrinsèque, présente d'énormes avantages. Bon, c'est un beau, pour ne pas dire un antistaphylococcique majeur qui a une demi-vie de 7-8 heures et qui est limité, enfin plutôt dans les résistances sont relativement limitées. Voilà, donc c'est le premier prototype. Nous avons l'ambition, pourquoi pas, de l'appliquer à d'autres, hein, pour peu qu'on trouve des partenaires. Puisque je vous l'annonce dès maintenant, on a un frein, si je puis dire, ou un obstacle qui est d'ordre pécuniaire pour aller plus loin dans le développement de cette molécule qui, au vu de ses résultats préliminaires, sont très encourageants. Voilà, donc en parlant de résultats, sur la slide suivante, là, donc nous l'avons testé, comme je vous disais, dans un modèle de lapin. Donc, c'est sur la partie gauche de la diapositive. Vous avez donc la fameuse le gel en faible dose et le gel en forte dose. Et on l'a comparé à 4 antistaphylococciques majeurs qui sont le linezolide, la vancomycine, la daptomycine bien sûr et la ceftaroline. Pour faire court, dans le modèle d'infection du lapin, on simule ce qui se passe chez l'homme, donc on infecte à J0, on vérifie à J3 comme quoi l'infection a bien eu lieu, et ce, et dans la moelle et dans l'os cortical, et à J3, on procède comme procéderait un chirurgien orthopédiste ou chirurgien traumato par un débridement, nettoyage du foyer, et on commence le traitement. Donc ici, les différents groupes, donc c'est soit 4 jours, on continue à des doses humanisées de chacun des antibiotiques par voie intraveineuse, ou alors pour les groupes d'aptogel, donc avec le gel, c'est une seule application de la faible dose ou une seule application de la forte dose. Et puis 4 jours après, donc à J7, on sacrifie et on voit ce que ça donne, enfin au niveau des différents groupes. Et comme vous le voyez, que ce soit dans l'os ou la moelle osseuse, il y a une différence significative en faveur du daptogel administré une seule fois versus 4 jours de traitement par voie intraveineuse à des doses, comme je vous disais, immunisées, et on continue. Et sur la deuxième partie gauche, mais on va dire au milieu, donc quand on a vu au niveau de ces groupes-là qu'il y avait un très beau profil sur le plan pharmacocinétique, on a demandé une autorisation d'aller un peu plus loin sur le plan du modèle, autorisation qui nous a été accordée. Donc nous avons été jusqu'à 17 jours de modèle et 14 jours de traitement. Donc sur le graphe, donc les deux graphes du milieu, on a pris des lapins de contrôle non traités et puis une administration de la forte dose à J3, comme je vous disais tout à l'heure, et puis on sacrifie à J17, donc 14 jours après l'administration du gel, une seule fois bien sûr. Et vous voyez les résultats là aussi sont juste magnifiques. On obtient quasiment une éradication totale du staphylocoque, donc, puisque c'est le staphylocoque métier qu'on a utilisé comme souche, et un profil de pharmacocinétique très encourageant là aussi. Si vous voyez sur la slide, donc les graphes à droite, donc en haut, c'est la pharmacocinétique. Vous avez vu que ce que ça donne à J1 et J4, et puis 14 jours après l'administration, on voit qu'il y a de superbes concentrations au niveau de la moelle osseuse et de l'os cortical.
à J1, J4 et à J14, puisqu'à J14 post-administration, on a encore des concentrations qui sont de l'ordre de 100 à 150 fois les CMI des germes donc du staphylocoque. Et bonne nouvelle, c'est qu'il y a un très très faible passage dans la circulation générale. On n'en voit pas dans le plasma, à part une petite concentration en J1, mais qui disparaît. Elle est probablement liée au geste chirurgical, la mise en contact du gel et de la circulation générale. Et on n'en retrouve pas ni dans le foie, ni dans les poumons, ni dans les reins, et ce, ni à J1, ni à J4, ni à J7. Le deuxième graphe à droite, c'est la tolérance. On l'a fait sur un modèle de rat et on a utilisé donc le daptogel, donc le gel chargé de daptomycine versus un contrôle négatif qu'on n'a pas traité, et pris du gel. Et puis le troisième groupe, excusez-moi, le gel sans antibiotiques. Et on voit que d'abord sur le plan macro, il n'y a pas eu de différence en termes de poids ou de signes cliniques, de comportement. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le plan histopathologique, il n'y a quasiment aucune différence entre les trois groupes, que l'on regarde la nécrose, la fibrose, l'hémorragie, etc. Voilà. Donc, les travaux ont porté donc, sur ce gel-là, comme je vous disais, depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et on fait l'objet de dépôt de deux brevets, le premier en 2015 et le deuxième en 2019. Et la publication vient tout juste d'avoir lieu le 16 juillet dernier. Pour finir, ben, c'est plutôt vous dire, ben, écoutez, voilà, donc au vu de nos deux activités, bien sûr, en tant que CRO, ben, nous sommes ouverts bien sûr à tout partenariat en tant que prestataire, mais aussi en tant que partenaire. Pourquoi pas, je vous parlais d'un projet collaboratif européen qui est en cours. On est partenaire en particulier de sociétés italiennes, belges et hollandaises. Et puis en tant que biotech, voilà, nous aimerions aller plus loin dans le développement de ce produit, donc du Daptogel, puisqu'il reste la phase réglementaire. Et puis après la phase réglementaire, c'est la 2A. On passe directement à la 2A et on a la chance d'avoir des guidelines qui sont parus maintenant depuis 4-5 ans, qui facilitent un peu le développement et préclinique réglementaire et clinique de toute nouvelle molécule antibiotique ou de formulation d'antibiotiques. Voilà, je pense avoir fini avec même 2 minutes d'avance. Merci pour votre écoute. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre et sur l'une plutôt, et sur l'autre des deux activités. Merci à vous. Merci beaucoup, Amokrath. Par rapport à cette présentation, justement, quel serait le message que vous souhaiteriez qu'on retienne de ces 20 minutes tout pile de présentation? Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on en retienne dans son essence? Alors s'il y a un message, on va dire plus une ambition qu'autre chose, c'est notre rêve, c'est forcément de bâtir une plateforme dédiée aux antibiotiques et particulièrement à la nanocapsulation des antibiotiques, parce que nous pensons que nous avons d'une part une expertise en interne, mais que les autres expertises, je parle de la bioanalytique, de la tox et de la galénique et tout ça, doivent certainement exister en France. Et idéalement, ce serait excusez-moi, c'est le minuteur. Idéalement, oui, ce serait bien de garder tout ça au niveau France. Je vous avoue que nous regardons à l'étranger, mais c'est pas du tout notre envie. On a envie que ce soit franco-français, que ça reste sur place et que l'on développe quelque chose euh, localement pour faire bénéficier, on va dire, et nos malades et nos prescripteurs et nous-mêmes quelque part, quoi. Voilà. D'accord. Je vois une question. Alors, voici. Donc, la nanocapsulation est-elle applicable à des administrations systémiques ou uniquement locales?
Merci Delphine pour la question. Bon, j'en profite, je suis désolé, j'aurais dû commencer tout à l'heure. J'espère que vous allez tous bien avec vous et vos proches avec la fameuse pandémie. Donc la nano-encapsulation, en réponse à ta question Delphine, oui, elle s'applique à des administrations systémiques. Donc nous avons fait un essai, en particulier dans le poumon, mais il s'est avéré que le surfactant piège les nanoparticules lipidiques et donc, bon, on n'a pas eu de résultats encourageants. Mais ceci dit, l'administration systémique des nanoparticules lipidiques a été développée et il y a déjà 3 molécules qui sont commercialisées pour les anticancéreux. Donc, il y a une administration systémique de ces nanoparticules pour au moins 3 anticancéreux dont j'ai connaissance. Il doit y en avoir peut-être d'autres équipes qui travaillent. Pourquoi la voie locale? Nous, on a privilégié plutôt la voie locale que la voie systémique. C'était pour se différencier de l'existant. Je sais pas à vous que je vais apprendre que l'infection ostéo-articulaire, que ce soit sur fracture ou sur prothèse ou autre, nécessite une hospitalisation. Donc une antibiothérapie de 10 semaines avec tous les problèmes d'infection, de risque d'infection nosocomiale, de perturbation du microbiote, etc. Et bien sûr sur les répercussions sociales, les coûts et tout. Et donc on s'était dit, à partir du moment où il y a un geste chirurgical dans toute infection osseuse, qu'elle soit sur matériel ou sur simple fracture, il faut ouvrir, évacuer, réparer la fracture ou remplacer la prothèse. C'est là qu'on devrait offrir une possibilité au chirurgien d'administrer, juste avant de fermer le foyer chirurgical, une molécule qui va se libérer très lentement, gentiment, localement, à de très très fortes concentrations, sans pour autant passer par la circulation générale et être éventuellement à l'origine d'effets secondaires. Donc voilà, pour terminer, oui, en réponse à votre question, systémique, c'est jouable. Nous, on a, voilà, avec nos petits moyens, on a eu à choisir l'une ou l'autre et la locale nous paraissait plus avantageuse sur tous ces aspects et on aurait bien fait. Merci Delphine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il est 15 heures, le temps pour moi donc de vous remercier. Alors merci beaucoup à Mokrane pour cette présentation, Merci les à vous. contacts à l'issue de ce webinaire. Et merci donc à nos différents participants. Excellente fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.